Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Florence Bergeaud-Blackler pour son livre Le frérisme et ses réseaux, qui a reçu des menaces de mort suite à l'apparition de cette enquête. Et avec Thibaut de Montbrial, son avocat. Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, auteur de Osons l'autorité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, parlons de votre livre. D'abord, bonjour Florence Bergeaud-Blackler. Parce que c'est là où ça, comment on l'a lu, et c'est un livre tout à fait passionnant, parce que vous êtes anthropologue, je le rappelle, et vous avez traité, au fond, ce que c'est que l'entrisme. L'entrisme, on connaissait l'entrisme de certains partis, trotskistes ou autres, on a beaucoup d'entrisme. Mais là, c'est aussi un entrisme, et un entrisme d'une forme tout à fait spécifique, qui date d'ailleurs, je rappelle que aux auditeurs, que les frères musulmans c'était écrit en 1928 par Hassan el-Banna en Égypte, et puis que ça a fait, effectivement, ça s'est répandu dans tout le monde arabe et ailleurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret d'État que de dire qu'un Erdogan pratique effectivement le frérisme à sa manière et avec ses ambitions. Alors, vous, ce que vous avez voulu dire dans votre livre, Florence Bergeaud-Blackler, c'est de décrire cet état de fait, de dire, alors de quoi il s'agit exactement ? Alors, c'est vrai que l'islamisme, il y a quand même pas mal d'ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet. Par contre, de l'islamisme en Europe, et en particulier de cette version, disons, propre aux sociétés sécularisées, multiculturelles, multireligieuses, qu'est le frérisme, ça, il y a quasiment pas de travaux. Alors, moi, c'est vrai que ce livre s'appelle L'Enquête, mais c'est une enquête que j'ai commencée il y a déjà 30 ans. Ça fait donc 30 ans que je fréquente ces milieux-là, et il faut pas mal d'années en fait pour comprendre comment pensent les frères. Et quand je dis les frères, je vais beaucoup plus loin que la confrérie elle-même. Vous allez au-delà des frères musulmans en tant que confrérie. C'est ça. Ouais. La confrérie des frères musulmans, c'est peut-être 1 ou 2 milliers de personnes, je ne sais pas, sur le territoire, c'est très difficile à savoir puisque c'est une confrérie secrète, mais elle a formé autour d'elle un certain nombre d'individus et d'individueux, d'hommes et de femmes qui travaillent pour cette confrérie, mais pour énorme, son plan. C'est énorme. L'étendue géographique déjà, de leur influence. L'étendue géographique de leur influence est très grande, parce que dès qu'ils s'installent dans les années 90, ils vont en fait prendre des mosquées, les salles de prière qui existent, les piloter, dégager ceux qui y sont, et peu à peu donc imposer leur façon de voir l'islam, qui est un islam fondamentaliste, intégraliste, qui ne veut rien laisser en dehors de lui. Le frérisme a cette particularité de vouloir se faire appeler l'islam pour tout le monde. C'est leur version de l'islam qui doit être la vraie, qui est la seule, la vraie, la pure, quoi. C'est la seule, la vraie, la pure, même s'ils font ce qu'ils appellent l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de compréhension et d'adaptation de l'islam au continent européen. C'est quand même leur version qui s'impose. Et ça se voit, par exemple, si vous allez chaque année au Salon du Bourget, organisé par les frères musulmans, ça se passe à Pâques, et vous verrez l'ensemble des composantes de l'islam en France réunies là. Et ça, seuls les frères ont réussi, en fait, à non pas rassembler tout le monde sur la même ligne, mais à coordonner, en fait, toutes les actions de ces groupes. Oui, donc ils ont un pouvoir fédérateur quand même assez formidable, enfin assez grand. Ou de coordination, puisqu'ils se servent et ils sous-traitent un certain nombre de leurs activités, aussi bien chez les plus orthodoxes que les libéraux, que les soufis, etc. Ils parlent avec tout le monde. Alors, juste pour être tout à fait clair et vous raconter ça très passionnant, moi je recommande évidemment ce livre, Le frérisme et ses réseaux. Il faut le lire, il faut se documenter d'ailleurs en tout. Quelle est la différence qu'on dit entre, par exemple, le salafisme ou le daéchisme, ou vous savez, le salafisme combattant, je dirais, pas terroriste ou pas, enfin en tout cas très 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 belliqueux et agressif, et les frères musulmans? Est-ce que on veut les mêmes résultats à la fin, mais par des manières et une stratégie différente?
Alors les frères sont vraiment ceux qui ont un projet d'instauration du califat mondial, c'est-à-dire de la société islamique mondiale. Ça régi par la charia. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est un système d'action. Ce n'est pas une école théologique, ce n'est pas un mouvement religieux en particulier, c'est un système qui est chargé justement de mettre en marche et d'ériger dans le monde dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà, une grande marche des musulmans pour qu'ils accomplissent la prophétie califale. Tandis que les mouvements comme le Tabligh, comme les wahhabo-salafistes, sont des mouvements qui sont axés sur l'orthopraxie, et qui ont vocation, quelque part, en particulier les wahhabo-salafistes, à retourner en terre d'islam. Le frérisme, il est né justement dans les années 1960 en Europe, sur les campus américains ou européens, d'un espèce de deal entre des étudiants qui étaient de la branche arabe de Hassan el-Banna, de la confrérie, et aussi une branche ourdou qui était celle de Maoudoudi. Et en fait, ils ont réfléchi, ils se sont dit, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays où ils étaient chassés, ils se sont dit, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas faire la hijra, c'est-à-dire revenir en terre d'islam. Donc on va transformer les terres de mécréance en terre d'islam. Et ils instaurent un espèce de moyen terme qui sera la terre de contrat, Dar el-Had, qui va leur permettre... Pas Dar el-Harb, mais pas Dar el-Harb, ni Kofr. D'accord. Donc il s'est passé ceci. Donc vous racontez ceci dans votre livre et autre. Enfin, le livre, il faut encore une fois, il convient de le lire. Et alors il s'est passé ensuite la réaction. Il est paru quand? Alors Maître Thibaut de Montbrial, ce livre est paru Florence Bergeaud-Blaclair il y a maintenant. Il est paru le 23 janvier. 23 janvier. Donc voilà, ça fait 2 mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Maître Thibaut de Montbrial? Écoutez, Florence Bergeaud-Blaclair vient en peu de mots, d'expliquer une chose que je résumerai en une phrase, c'est que les frères musulmans ont entrepris depuis bien longtemps, et en particulier axé sur l'Europe depuis quelques décennies, ce qu'on peut résumer par l'expression suivante, une stratégie de conquête. Et lorsque vous êtes dans une stratégie de conquête, mais que vous êtes encore dans un rapport du faible au fort, puisqu'ils sont minoritaires, ils sont très largement minoritaires pour l'instant. D'une part, votre stratégie de développement se fait par l'entrisme, et c'est ce que Florence raconte merveilleusement dans ce livre. Et d'autre part, ça implique de rester dissimulé le plus longtemps possible. Et aux yeux des frères musulmans, le livre extraordinairement documenté de Florence Bergeaud-Blaclair a l'immense inconvénient de les exposer. Cet inconvénient est d'autant plus grand que Florence Bergeaud-Blaclair n'est pas un obscur complotiste caché sur Internet, mais c'est une chercheuse au CNRS, fonctionnaire, et qui donc bénéficie de l'expérience, de la compétence, de l'expérience et de la compétence, et de la réputation de solidité inhérente à la plupart de ce qui touche au CNRS. Et donc, il était urgent pour les frères musulmans de mettre en place un contre-feu selon des modalités que l'on voit régulièrement dans ce type d'occasion. Donc ces contre-feux, quels sont-ils? D'abord, vous avez le procès en incompétence, et l'auteur serait... Alors il y a toute une campagne qui se déclenche sous la houlette de quelques têtes de pont qui sont des intellectuels ou des pseudo-intellectuels dont on connaît en réalité la proximité avec la sphère islamiste, je fais court, mais tout le monde ne la connaît pas, ou tout le monde n'en connaît pas l'ampleur, et donc ces gens-là vont être les vecteurs d'un discours qui va commencer par disqualifier l'auteur du livre. Donc on va dire, ah oui, mais regardez son parcours, et puis on va dénaturer ce qu'elle a écrit il y a 20 ans, on va prendre une phrase, etc. Donc d'abord... Et ils disent, moi-même je suis expert. Donc, oui, bien sûr. Donc la première étape, c'est la disqualification par le procès en incompétence. Très vite, il y en a une deuxième, qui est la disqualification par le procès en idéologie. C'est-à-dire, en réalité, l'auteur
d'ailleurs serait un idéologue. Alors très vite, on lui appose l'accusation d'extrême droite, ce qui ne mange pas de pain, qui en l'occurrence est prononcée par des gens pour qui tout ce qui est à la droite de la France insoumise est d'extrême droite. Donc ça facilite la compréhension de la carte politique. Et ça, si vous voulez, c'est le fond de tableau, c'est l'ambiance générale. Ensuite, on va avoir des accusations qui sont plus graves parce que ces accusations vont se préciser. C'est-à-dire que de l'imputation générale d'un extrémisme, d'un pseudo-extrémisme, on va rentrer à travers de la dénaturation de quelques phrases vers l'accusation d'avoir en réalité une pensée qui serait islamophobe. Et là, en fait, c'est la bascule. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que l'accusation, le procès en islamophobie, c'est la technique qu'ont systématiquement utilisé les islamistes pour faire assimiler ça. Non, pas du tout. Ouais. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur des vieilles techniques archi-classiques. Ce qui se déroule, c'est un plan dont on comprend quel est son objectif, c'est la conquête, et comment il se déroule, c'est pour disqualifier les gens qui l'ont compris. Donc, juste, le procès en islamophobie, c'est le procès qui est systématiquement fait par les islamistes à ceux qui dénoncent précisément le risque de totalitarisme politique, puisque c'est de ça dont on parle. Hein. La conquête par l'islam pour faire régner un califat mondial sous l'égide de la charia, c'est un totalitarisme. Et donc, de se faire accoler l'étiquette d'islamophobe, c'est très habile de la part des islamistes. On passe du côté obscur de la force. Oui, et ça touche certains esprits qui n'ont pas bien compris encore dans la société française, ça fait passer pour une discrimination religieuse, ce qui est en réalité une critique politique. Et donc ça fait passer pour illégitime quelque chose qui est parfaitement légal et autorisé. On va en parler tout de suite après cette pause, on va continuer parce que justement après on bascule vers les menaces. Beaucoup plus grave, voilà. Et vous avez la parole sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300, on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue au CNRS, auteur de Le Frérisme et ses réseaux aux éditions Odile Jacob. Donc le bouquin paraît en librairie il y a 2 mois. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça se passe assez vite ? Vous avez des réactions, certaines réactions évidemment, qui louent le bouquin parce que c'est un bouquin écrit par une scientifique, écrit par quelqu'un qui sait ce dont elle parle. Après on peut être court, mais on discute du fond. Et qu'est-ce que vous avez eu comme réaction alors qui n'était pas celle-là ? Disons, les 2 premières semaines, beau temps, très calme, très bonne réception dans la presse, dans les médias, sans problème. Et puis, petit à petit, des intimidations, des calomnies par des personnages de l'université. Genre quoi, calomnie, par exemple Voilà, les procès en islamophobie, en nazisme, Nazisme, carrément. Oui, je serais nazi. Enfin, un certain nombre de choses que je ne peux pas... Mais... Il faut bien comprendre que pour en arriver là, en fait, il faut avoir transgressé un certain nombre de choses. Et c'est vrai que ce livre, bon, je savais qu'il allait quand même provoquer des réactions parce que je connais très bien le milieu d'où je viens, le milieu universitaire, le milieu du CNRS. Et sur ces questions-là, nous ne sommes plus qu'une poignée à travailler sur l'islamisme en Europe et même sur l'islamisme contemporain, parce que les intimidations, l'assèchement aussi des budgets de recherche. Nous n'avons pas de budget de recherche. Nous n'avons plus la pour la matière, l'assèchement s'est passé partout. Oui, non, c'est vraiment sur ce sujet-là. Par contre, il y a beaucoup d'argent pour l'étude de l'islamophobie, des choses comme ça qui sont tout à fait problématiques. Donc pour nous, les chercheurs qui travaillons sur l'islam contemporain et sur l'islamisme en Europe, c'était déjà très difficile parce qu'il y a des clous et il y a un certain nombre de choses qu'il faut pas dire. Donc c'est déjà on vous met au placard. Si vous voulez par exemple faire une conférence, j'avais fait une conférence sur les fondamentalismes religieux, donc plusieurs, pas seulement l'islam. Il faut qu'on assure nous-mêmes notre sécurité. L'université ne nous assure plus la sécurité. Voilà. Et donc vous faites une conférence qui est polémique, qui risque de provoquer. C'est à vous d'assurer votre sécurité. Oui, et en plus on n'est pas dans une démarche polémique. On essaye d'être objectif.
mais c'est à nous de payer pour la sécurité. Et ensuite, c'est quoi? C'est des mails, c'est des téléphones, c'est réactions. D'abord dans la presse, des articles, etc. C'est-à-dire déjà, vous pouvez plus publier nulle part, dans aucune revue scientifique. On ne vous invite plus dans les conférences et dans les séminaires. Voilà. Alors, c'est pas que français. J'en parle avec des collègues qui sont en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, et ils ont le même problème. Nous sommes vraiment très très peu, peut-être une douzaine à travailler sur ce sujet-là dans toute l'Europe. Une douzaine dans toute l'Europe. Oui, alors qu'en face, nous avons des centaines de professeurs, de chercheurs, d'étudiants, etc. Nous ne pouvons plus former des étudiants parce qu'on les mettrait en danger. Et que leur carrière aboutirait très vite. J'avoue que je suis assez halluciné. Oui, Thibault. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que décrit Florence Bergeau-Blaclair, c'est exactement là où les islamistes veulent nous mener. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend de son temps, de son énergie, de son talent, de ses compétences pour travailler sur un sujet qui est un sujet d'intérêt vital pour la nation, c'est-à-dire identifier, démasquer, contrer un projet politique de déstabilisation. L'instauration de la charia, comme Florence l'a remarquablement expliqué tout à l'heure et comme elle le décrit de façon implacable dans son livre, eh bien, devrait être au contraire sollicité, quelqu'un de cette compétence devrait être sollicité. En tout cas, traité aussi objectivement que le reste. Voilà. Déjà. Or, le fait de recevoir, d'abord d'être disqualifié, ensuite ce procès en islamophobie dont on parlait il y a 5 minutes, mais dont il faut bien voir les conséquences, c'est qu'ensuite vous avez sur les réseaux sociaux les esprits faibles qui prennent la relève, ce que savent très bien ceux qui instruisent le procès en islamophobie, ils savent quelles vont être les conséquences. Si quelqu'un est traité d'islamophobe par des pseudo-autorités intellectuelles ou autres, et il ou elle, et en l'occurrence Florence, va se retrouver avec un flot d'injures sur les réseaux sociaux et inéluctablement les menaces de mort. Qui veut vivre dans cette ambiance? C'est pour ça qu'il y a si peu d'étudiants et si peu d'auteurs, si peu d'intellectuels qui veulent y aller. Parce que quand vous entrez sur ce terrain, vous savez comment ça va se passer. Ce que je vous décris aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur le sujet de l'islamisme le savent. Donc il y en a beaucoup qui disent, mais attends, mais moi je veux vivre tranquille, je veux pas être emmerdé, donc je vais pas aller me retrouver au milieu de menaces, etc. Et le plus grave, c'est qu'à la fin, le risque, c'est pas simplement théorique, c'est pas simplement les anonymes planqués derrière leur clavier qui se déchaînent avec la veulerie et la lâcheté qu'on leur connaît. C'est que vous avez le risque que un jour, un individu plus fatigué que les autres aille se dire « Ah bah tiens, lui ou elle, il m'est désigné par des gens qui savent comme étant un ennemi de l'islam, eh ben je vais aller le planter. » Et c'est exactement ce qui est arrivé à Samuel Paty. La mort de Samuel Paty, elle relève du même mécanisme, c'est-à-dire mise en cause sur les réseaux sociaux, suivie d'une prise à partie, suivie d'une montée de l'intensité des messages, avec d'abord les injures, ensuite les menaces, et un jour vous avez quelqu'un qui passe à l'acte. Alors, Florence Bergeau-Blaclair, justement, vous avez commencé à recevoir des menaces de mort? Oui. Au sens littéral du terme? Oui. Ouais. C'est-à-dire, ça s'est concrétisé comment? De quelle manière? Sur les réseaux? Oui, ça se passe sur les réseaux sociaux, oui. Après, je peux pas en dire plus. Non, on vous demande pas des sources. Simplement, vous avez réagi comment? C'est-à-dire par là que vous vous êtes dit, bon, il faut que j'arrête. D'abord, comment réagissent vos amis, votre éditeur, les gens autour? Alors, il y a eu un certain nombre de pressions aussi sur mon éditeur. Ce que j'ai fait simplement, c'est de demander la protection fonctionnelle à mon employeur, c'est-à-dire le CNRS. Qu'il ne m'a pas répondu jusqu'à présent, pas le moindre message de soutien, rien du tout, le silence. Du CNRS, rien? Non, rien du tout, le silence, et peut-être un silence un peu de suspicion. J'ai reçu un mail me disant voilà quelle est la nature de cette menace qui serait de mort, enfin une espèce de conditionnel. Voilà, c'est... Et on vous dit, écoutez, bon donc courage, là, c'est même pas le pas de vague, c'est le rien du tout, ça n'a pas eu lieu. C'est le rien du tout, et puis débrouillez-vous.
Et pour l'instant, il faut que je me débrouille, oui, ça c'est certain. Alors après, c'est vrai que, et Thibaut de Montbrial en parlait, les conférences, les lieux où je vais pouvoir me produire publiquement, ça va évidemment entraîner certaines conséquences. Il y a des librairies qui ne vont pas m'inviter, il y a des endroits où je ne pourrai pas aller parce que tout simplement la sécurité ne pourra pas être assurée. Alors, une menace de mort, malheureusement, il y en a beaucoup maintenant. Hein. Vous avez vu, même des députés reçoivent des menaces. Le problème dans notre cas, c'est que c'est la recherche en fait qui est asséchée complètement. Ouais. Et donc, évidemment, on fait d'une pierre beaucoup de coups dans ce cas-là, parce que assécher la recherche sur l'islamisme, c'est ne plus rien comprendre de ce qui nous arrive. Et dans nos sociétés, dans nos démocraties libérales, c'est une vraie catastrophe. On touche à la liberté d'expression, bien sûr, mais à la liberté de recherche. Je dirais que assécher la recherche des uns en tant que telle dans n'importe quel domaine est un signe de totalitarisme qui vient. Et puis assécher justement dans des domaines aussi délicats ou belliqueux que celui-là. On va continuer à parler avec juste une petite pause et on va voir comment ça peut se passer justement. Un mot, l'islamisme est un totalitarisme. Certes. D'ailleurs, il y a eu Alexandre Delval qui a écrit il y a 20 ans un essai sur le totalitarisme islamique. Il y a déjà 20 ans. Mais bon. Restez bien avec nous et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Voilà la situation de Florence Bergeaud-Blaclair suite à son livre Le Frérisme et ses réseaux vous intéresse, vous interpelle. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Florence Bergeaud-Blaclair, anthropologue au CNRS, auteur de Le Frérisme et ses réseaux. Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris, auteur de Osons l'autorité. Thibaut de Montbrial, en fait, devant cet état de fait de quelque chose qui est quand même assez stupéfiant, si loin que l'on puisse dire, de quelqu'un qui, au fond, la soutient, mais attention, que je ne dirais pas comme la corde soutient la pendule, mais enfin, on n'est pas loin. On dit oui, mais attention, et on dit voilà, qui va aller, qu'allait-il faire dans cette galère, qu'allait-elle faire dans cette galère? Comment on se défend face à ça? C'est difficile parce que l'un des objectifs de cette méthode des islamistes, cette méthode fascisante, on en parlait juste avant la pause, des islamistes de pilonner, de disqualifier, d'imputer l'islamophobie et finalement d'isoler, puis de menacer. L'objectif, c'est précisément de faire en sorte que personne n'ait envie de venir se mettre dans la ligne de mire, si j'ose dire, au sens, j'espère pas au sens propre, mais même au sens figuré. La réaction ou plutôt la non-réaction du CNRS est très intéressante. Florence Bergeaud-Blaclair a envoyé un certain nombre de courriels pour faire état des différentes procédures engagées ou sur le point de l'être. Il y a eu un premier sur une question pour une injure. Alors on poursuit pas toutes les injures, sinon il faudrait que je recrute 10 avocats pour travailler à plein temps sur le dossier. Mais une injure particulièrement grave parce que de quelqu'un d'assez connu, enfin bon, je développe pas à l'antenne, mais une injure qui méritait d'être poursuivie. Là, on a fini par avoir la protection fonctionnelle, mais sur les menaces de mort, on a eu beau envoyer la plainte au CNRS, c'est-à-dire que c'est pas de prétendues menaces dont nous considérerions que il y a eu un arbitrage juridique avec une procédure judiciaire qui est engagée et je le dis à l'antenne mais on l'a dit aussi aux interlocuteurs qui avaient besoin de l'entendre, avec un dossier qui est suivi par les services de renseignement qui savent comment ça marche et qui sont eux aussi inquiets. Pour autant, et malgré ces garanties de sérieux, l'objectivité, le fait qu'on objective la plainte déposée, etc., mais l'employeur ne réagit toujours pas. C'est-à-dire que tout le monde est très embarrassé parce que, par une erreur d'analyse absolument confondante, mais en même temps dont on comprend le mécanisme, et ces gens se disent mais oui, mais si on l'aide, même si on lui accorde ce à quoi elle a le droit, réglementairement, parce que c'est même pas l'aider, c'est accorder ce à quoi Florence a droit réglementairement. Par son statut. Eh bien, nous serions en quelque sorte les complices de ce qu'elle écrit, ce qui est un truc totalement sidérant comme raisonnement. Mais vous savez,
la lâcheté, c'est pas nouveau. Les islamistes parient sur la lâcheté. Vous avez d'un côté les idiots utiles qui pensent que tous les gens qui dénoncent, y compris par un travail objectif, de professionnel, documenté, scientifique, l'entrisme des frères musulmans. Et ceux qui pensent qu'ils se feront châtier en dernier aussi. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris que c'est comme dans les évangiles. Vous savez, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, je le crains. Alors, juste, il va sans dire, mais il ira encore mieux en le disant, et je crois que vous serez d'accord. Il faut quand même dire, parce que on a beaucoup de musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Ah non, mais évidemment. Non, parce qu'il faut le dire, parce que souvent, il y a une espèce de... tous les musulmans chosifient les musulmans, ce qui arrange d'ailleurs les frères musulmans. Oui, mais je connais énormément de musulmans, vous aussi, etc., qui sont absolument vent debout contre ce genre de... Je vais donner la parole à Florence sur ce point après, mais si vous me permettez, André, parce que ce que vous dites est absolument crucial. C'est cette majorité de musulmans qui n'est pas d'accord, et il faut le dire, et vous avez raison de le dire, elle est aussi la cible de cette terreur. C'est-à-dire que les musulmans qui ne sont pas d'accord sont les premiers à redouter de prendre la parole pour ne pas se trouver à leur tour dans ce cycle dans ce cycle de pression, de menaces et de représailles. Que nous aimerions les uns et les autres engagés contre l'islamisme, avoir un nombre important de musulmans français à nos côtés dans l'espace public et dans les médias, alors qu'en privé ils nous soutiennent, ils nous disent bravo, continuez, etc. Bien sûr, mais qu'ils viennent le dire en public. Vous qui êtes, je pense, spécialiste de cela. Oui, je suis. Par rapport à cette chosification, quand même. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce que nous vivons, nous, à l'université, les musulmans l'ont vécu dès les années 80-90. Et cette espèce de lutte contre l'islamophobie structurelle d'État a bien aggravé les choses. D'abord parce que cette lutte, elle a en fait 4 objectifs. D'abord, de rendre les musulmans vulnérables en les considérant systématiquement comme des victimes. Si on vous répète sans arrêt que vous êtes une victime, vous allez finir par le croire. C'est bien sûr faire taire toute critique de l'islam et imposer à l'ensemble de la société, pas seulement aux musulmans, le contrôle du langage. Est-ce que ce que je vais dire sera islamophobe? Est-ce que c'est raciste, etc. Et donc je m'auto-censure. Je m'auto-censure, donc je ne parle plus des sujets qui fâchent. C'est aussi empêcher l'assimilation de l'islam en empêchant sa fragmentation. Normalement, une religion transplantée se fragmente, se dissout un peu dans le tissu social, dans la culture locale, et les frères empêchent ça en essayant justement de contrôler tous ces courants pour les amener vers la prophétie califale et en culpabilisant systématiquement les musulmans. Et puis, une chose très importante dont on ne parle pas beaucoup, c'est que tous les rapports sur l'islamophobie qui existent aujourd'hui permettent en fait de faire des propositions de rééducation en fait de la société pour qu'elle soit moins islamophobe. Donc dans tous les secteurs de la société, dans l'éducation, dans la justice, etc. Attention à l'islamophobie, surtout si vous dites quoi que ce soit, vous êtes islamophobe. Mais plus encore. Vous parlez de rééducation. Oui, rééducation plus encore, parce que vous avez une vision négative de l'islam, on va vous apprendre à positiver sur les pratiques des musulmans, le halal, le voile, parfois un peu la violence, etc. Donc on va vous réapprendre à célébrer la diversité, et notamment l'islam et même l'islamisme, puisque c'est ça le problème. Dans vos entreprises, partout dans les milieux où vous êtes. Donc on est dans une espèce de système de surveillance qui est... et alors ce qui est intéressant, c'est que d'où viennent ces rapports sur l'islamophobie? Eh bien ils ont tous pour base le Runnymede Trust. C'était un rapport qui était fait en 1997 et qui vous apprenait effectivement à voir, puisqu'on ne peut pas changer l'islam, voyons-le positivement. C'est la Commission européenne, c'est le Conseil de l'Europe, c'est l'ONU, c'est 2 ONG, Open Society, George Soros, c'est aussi les Turcs avec la CETA, c'est bien sûr l'Organisation de la coopération islamique, et c'est des revues scientifiques. Tous ces gens-là, ce sont des sommes considérables qui sont faites pour alimenter cette idée d'une islamophobie structurelle. Et quand on regarde sur quoi elle s'appuie, elle s'appuie toujours sur un nombre assez réduit d'associations fréristes.
Et vous avez les idiots utiles, les lâches et les collabos. Oui, ça fait un joli trio. Un joli trio. C'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est autre chose. On va recevoir nos auditeurs. Je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent vous parler, aussi bien à Thibaut de Montbrial qu'à Florence Bergeau-Blaclair. Lucien. Beaucoup de gens nous appellent et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On démarre avec Stéphane de Marseille. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour, madame. Alors, j'ai plus votre nom. Bergeau-Blaclair. Bonjour monsieur. Bergeau-Blaclair, parce que j'ai pas encore lu votre livre. Bonjour André Berkoff, que j'ai connu aux 50 Champs-Élysées, au 3e étage, à une certaine époque. On s'est croisés là-bas. Et bonjour monsieur Thibaut de Montbrial. Donc ma question, elle est assez simple en fait. Ce que je comprends pas dans le monde musulman et le suivi qu'on a aujourd'hui, on sait que la DGSI suit des fichiers S, on les connaît, on sait que certains on les suit, voilà. La DGSE, elle, a fait remonter depuis une trentaine d'années des papiers sur les bureaux des directeurs de cabinet concernant cette montée. Alexandre Delval a écrit un livre sur la Turquie dans l'Europe il y a de ça des années et des années qui expliquait déjà l'entrisme des frères musulmans. Et je me demandais d'une part si elle avait eu des contacts avec des responsables de l'État, et d'autre part, qu'est-ce que faisait l'État pour... Enfin, moi, je comprends pas comment l'État ne s'implique pas plus que ça. Alors, si je peux avoir des explications... Non, mais Stéphane, très bien. Alors, qui veut répondre d'abord sur l'État, peut-être votre connaissance, les milieux? Je pense que l'État, les différents services de renseignement savent assez bien ce qu'il se passe. D'après ce que je comprends, évidemment, tout ça est dans le secret, donc je ne suis pas du tout dans ce secret-là, mais ce que je comprends, c'est que les rapports remontent effectivement à nos politiques, à nos gouvernants, mais rien n'est fait. Pas de réponse. Mais voilà. Enfin, pas d'effet, pas de... Un petit peu comme au CNRS, hein. C'est un petit peu le même système. Thibaut de Montbrial, vous voulez ajouter quelque chose? Que les services de l'État aient compris ce qui se passe depuis plusieurs décennies, c'est une évidence. Que certains parmi les politiques aient compris ce qui se passe, c'est une évidence aussi. Que pour autant, nos politiques, pour des raisons aussi d'agenda électoral, d'évolution de la composition de la population en France, mais aussi dans des pays comme la Belgique, comme l'Allemagne, etc., soient extrêmement réticents à aller affronter de face la problématique, c'est aussi malheureusement une réalité. Mais c'est sur cette faiblesse que les islamistes comptent. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui en vaut bien d'autres. À l'été 2020, au début de l'été, il y a eu un incident naval assez grave entre les marines françaises et turques. Et on est passé à moins de 2 minutes d'une ouverture de feu de l'une sur l'autre. Et cet incident, évidemment, a causé un certain émoi au sein de l'OTAN, puisque les Français et les Turcs sont alliés. Et un officier supérieur français me racontait qu'au cours d'une réunion, ou en marge d'une réunion, plus exactement dans les couloirs, un officier supérieur allemand lui avait dit nous, maintenant, avec les Turcs, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, parce que la population turque dans notre pays est trop élevée, et le travail de l'entrisme, de ce qu'on appelle la Dianet, qui est le ministère des Affaires religieuses, et qui a un budget supérieur à celui des Affaires étrangères, et qui est notamment chargé de l'infiltration de 2 grandes cibles que sont la France et l'Allemagne, hein, je l'ajoute pour les auditeurs, même si c'est quelque chose que le grand public ignore. Eh bien, donc l'officier allemand disait, nous, à cause de tout ça, on peut plus rien dire. C'est-à-dire que d'ores et déjà, au sein de l'alliance, de la plus puissante alliance militaire occidentale, on a un problème. L'entrisme des frères musulmans pose un problème opérationnel concret. Voilà. Des exemples comme ça, je pourrais en raconter beaucoup. J'en raconte qu'un seul, c'est suffisant et éloquent. Juste une chose sur cet exemple. En fait, l'amiral qui commandait la flotte à l'OTAN était turc. C'est aussi quelque chose qu'il faut dire. C'est dur. Merci Stéphane. Lucien. Merci beaucoup Stéphane. Restez bien avec nous, chers auditeurs. On vous retrouve après la pub. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On retrouvera Philippe de Cherbourg. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face avec Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue au CNRS, pour son livre « Le frérisme et ses réseaux », accompagné de son avocat Thibaut de Montbrial. Et vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On accueille Philippe de Cherbourg. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe.
Oui, bonjour André, bonjour Madame Florence Bergeau-Bacler et monsieur de Montbrial. Une petite réflexion globale. Ce qu'on pourrait proposer, puisqu'on est quand même des gens qui réfléchissent aussi, c'est une protection déjà. On va commencer par une protection nationale, je dirais, et une reconnaissance par le gouvernement, donc du Parlement, de Madame Florence Bergeau-Bacler, comme chercheuse au CNRS, au même titre que les lanceurs d'alerte. On en a parlé, vous en avez parlé, vous, André, sur différents sujets. Donc, il y a des gens qui ont pu rendre des grands services à la nation en tant que lanceurs d'alerte. Et donc là, il y a une protection à faire de la part du ministère de l'Intérieur. Je dirais aussi, il faut mettre le sujet sur la table, là, au niveau du Parlement, et une dissolution du mouvement, tout simplement, des frères musulmans, si j'ose dire, comme je le rappelle, dans le cas du mouvement des identitaires, à l'époque par monsieur, je crois, Darmanin. On pourrait dissous le mouvement, oui, absolument. Oui, et on pourrait rajouter sur le gâteau, puisque les identitaires ont été dissous. Je vois pas pourquoi les frères musulmans ne seraient pas sur le travail sérieux de Madame Barjot. On mettrait dans le package la dissolution du mouvement Antifa, parce que derrière le mouvement Antifa, on ne sait pas ce qu'il y a exactement par rapport à votre sujet. Non mais c'est Philippe, c'est deux choses très intéressantes. D'abord le statut de lanceur d'alerte, parce que quelque part, Florence, vous êtes une lanceuse d'alerte au sens du terme, et au sens vrai et plein du terme. Alors Thibault de Montbrial, et l'histoire de la dissolution, l'histoire de Parlement qui protège, est-ce que ça me paraît des pistes, non? Alors, en réalité, Florence n'a pas besoin de bénéficier du statut de lanceuse d'alerte, puisqu'elle est fonctionnaire au CNRS, et de ce seul fait, sa protection devrait ne même pas être un sujet. Et on a dit tout à l'heure combien les questions de protection fonctionnelle étaient en soi compliquées. Cela dit, entre nous, je ne doute pas une seconde qu'elles finissent par se résoudre. Ensuite, les questions de protection, de sécurité physique, vous permettrez de ne pas les développer sur ce plateau, mais enfin, elles sont aussi prises en compte. Mais le point sur lequel je voudrais rebondir dans ce que dit notre auditeur, qui est très intéressant et très important, c'est la dissolution. Dans mon livre, dont vous avez eu la gentillesse de citer le titre, Osons l'autorité, que j'ai écrit il y a 2 ans, je consacre une partie importante à la lutte contre l'islamisme, et je prône également la dissolution des frères musulmans. Alors les frères musulmans, l'association qui en est la tête de pont en France, c'est d'ailleurs très intelligent de leur part, c'est qu'elle s'appelle Musulmans de France. Comme si... Donc ils essentialisent le nom comme s'ils représentaient tous les musulmans de France, et c'est anciennement l'UOIF. Et moi je pense, le gouvernement a déjà eu le courage, il faut le dire, parce que ce n'était pas le cas avant, de dissoudre le CCIF et Baraka City, qui étaient des associations islamistes sur le territoire français, qui avaient pignon sur rue. Je pense qu'il faudrait aller au bout de la logique et dissoudre Musulmans de France, dont qui a, il faut le dire aussi, mais Florence décrit ça beaucoup mieux que moi dans son livre, mais des écoles de formation d'imams sur le territoire français. On marche sur la tête. Alors évidemment, c'est surveillé par les services de renseignement, mais ce serait encore mieux si ça n'existait pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes pour la dissolution? Ah non, moi, je suis un partisan farouche de la dissolution, mais ça ne va pas augmenter le nombre de mes amis de le dire à votre antenne. Et bon, on sera 2 alors. Voilà. Voilà. Et vous serez peut-être plus. Lucien. Merci André. Merci beaucoup Philippe. Alors justement, je voulais me retourner vers Florence Bergeau-Bacler. Au fond, est-ce que c'est à l'anthropologue et historien, est-ce que c'est la première fois que ce problème se pose de cette façon? Je veux dire par là que au fond. L'islamisme et tout ça, ça fait 40 ans et 50 ans qu'on en parle. C'est pas nouveau, c'est pas un phénomène qui est apparu il y a 10 ans, etc. Comment il se fait? Alors, Thibault de Montbrial a expliqué les raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont poussé la poussière sous le tapis et puis se refilaient la patate chaude. Ça, on a bien compris. Mais comment il se fait? Est-ce que c'est vraiment le côté, la menace et trop de problèmes, qu'il y ait peu de gens et qui soit tout de suite classé à la droite, allez, je vais dire la droite d'Adolf Hitler, j'exagère, mais à peine, qu'il y ait eu entre gauche et droite, même si vous n'êtes pas politologue quand même, qu'il n'y ait pas eu des gens de
tout bord, qui s'attaquent au totalitarisme, quel qu'il soit d'ailleurs de telle ou telle religion, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite. Comment ça se fait que là-dessus, on n'a pas pu réunir un certain nombre de gens transpartis, transidéologie, enfin de gauche, de droite, du centre ou autre? Moi, je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas très bien cette idéologie. Moi, je n'utilise pas fascisme ni totalitarisme parce que ça renvoie à des événements ou à des structures dans l'histoire qui ne sont pas exactement ce que j'observe moi sur le terrain. Ce qui est certain, et je pense que Gilles Kepel le disait déjà il y a une dizaine d'années, c'est que depuis 20 ans, on ne forme plus personne. Dans l'université, que des gens... On ne forme plus personne. Voilà, que des gens qui s'intéressent soit à l'islam dans l'histoire, soit ailleurs. C'est beaucoup plus confortable, et puis en plus c'est diffusé dans des revues académiques que personne ne lit. Donc ceux qui travaillent ici, comme je le disais, en Europe, sont plutôt des gens qui travaillent sur les questions de discrimination, les musulmans, etc. Ouais. Donc déjà, ça c'est déjà un problème pour nos politiques. Sur quoi peuvent-ils s'appuyer si l'université ne produit plus de connaissances? Le problème aussi, c'est que, et je ne crois pas que ça servirait à grand-chose, à mon avis, d'interdire les frères musulmans, parce que d'abord, on ne sait pas qui ils sont, ça serait vraiment... Telle association serait reconstituée ailleurs. En plus, si on prend l'exemple du CCIF, il s'est reconstitué sous forme d'une boîte aux lettres à Bruxelles quasiment immédiatement, et je dirais qu'ils sont encore plus virulents maintenant, qui sont dans le network de l'ENAR, de la FEMISO et de tous les satellites fréristes qui existent à Bruxelles. Mais je pense que ce qui va nous permettre d'en sortir, c'est bien la diffusion justement de ce genre de travail que je fais, mais que d'autres font aussi. C'est vrai, on n'est pas très nombreux, mais pour faire comprendre à tous les Français, à tous les Européens de quoi il s'agit exactement. Ouais. Ce sont des gens qui travaillent dans le cadre de la loi, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Ils ont simplement un autre projet de société qui est théocratique, qui n'est donc pas compatible avec ce que nous on connaît, avec les démocraties libérales que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre la plupart des gens, c'est qu'on n'est pas obligé de céder. Il faut pouvoir dire ces gens-là font ce qu'ils font, ils ne font pas des choses interdites, mais on n'en veut pas parce que ce n'est pas notre modèle de société, sans être évidemment taxé d'islamophobie, de fascisme, de racisme, etc. Thibault de Montbrial. Oui, je voulais dire pour finir que tous ceux qui nous écoutent, qui ont lu ou qui vont lire le livre de Florence Bergeau-Blaclair. Et le vôtre, aux l'autorité aussi, c'est tant qu'à faire. Mais pour rester sur le sujet du jour, il faut comprendre que l'entrisme islamiste, cette politique de conquête, d'abord elle correspond encore une fois à une réalité, Florence l'explique très bien, elle s'appuie pour ce qui concerne la France, qui est une des cibles privilégiées par les islamistes, sur... Pourquoi c'est le maillon faible? C'est le maillon faible, mais pourquoi? C'est ça que je voulais dire en un mot. Ouais. C'est que nous sommes considérés aux yeux des islamistes comme un pays qui n'a plus d'homogénéité, nous ne faisons plus nation, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus d'histoire commune dont nous considérions collectivement que ça vaille le coup de le reprendre à notre compte, d'aller regarder nos racines, qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Et je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas perdre espoir. Il y a des gens, par exemple autour de moi, au centre de réflexion sur la sécurité intérieure, d'autres qui travaillons. Il y a encore des gens courageux et face à l'entrisme islamiste, je prône le courage bien sûr, mais aussi l'espérance. Il faut surtout rien lâcher. Je crois que c'est très important de finir en tout cas sur une note, effectivement, de volonté et de courage. On revient toujours aux mêmes fondamentaux. Merci à vous. Merci à vous.